petite visio sur le bien-être animal parce que c'est un sujet qui évidemment intéresse tout le monde. Donc c'est dans le cadre des différentes visios qu'on fait pour mettre en lien les différents acteurs des comités départementaux et comités régionaux. Donc on va le découper un peu en 3 parties. On a la chance d'avoir Alexia de la Fédération française d'équitation qui est en charge de ce dossier, donc qui va nous expliquer un peu toutes les actions mises comment, à l'évidence par la fédération sur ce sujet. Et vous rappeler aussi que la Fédé est un appui et une aide précieuse pour tous les clubs qui auraient des interrogations sur ce sujet. Et puis Clara vous a préparé un ou deux documents qu'elle vous présentera, là aussi pour vous aider à la fois en termes de communication, d'affichage, et puis aussi avec quelques contacts là encore, si vous avez besoin pour pas vous sentir seul et avoir un appui pour vous aider, si jamais vous avez besoin de communiquer à la fois auprès de vos cavaliers, mais aussi auprès d'instances, de mairies, etc. Et puis aussi de quelques détracteurs que vous pourriez avoir dans les environs de vos structures équestres. Et puis ensuite, on terminera par Eva, qui va vous présenter un peu une nouvelle approche de l'équitation aussi, parce que c'est peut-être aussi ça, il y a peut-être une transformation à évoluer. On voit que les cavaliers regardent l'équitation et regardent les chevaux d'une manière un peu différente. Moi, je pense que c'est des nouvelles pratiques qui seraient peut-être bien à mettre en œuvre dans nos structures équestres, parce que à la fois on s'aperçoit qu'il y a une demande, et puis aussi c'est une nouvelle philosophie de voir l'équitation. Puis après, on pourra terminer par des questions-réponses, mais je crois aussi qu'il y a un chat, hein, si jamais vous avez des questions. Voilà, moi je suis pas plus long, et puis je vais laisser tout de suite Alexia commencer. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Alexia Brett-Morel. Je suis chargée de projet bien-être animal pour la FFE depuis janvier 2023. Le poste est créé depuis 2016. Et voilà, l'idée, c'est qu'on vous montre un petit peu tout ce qui est mis en place à la fédération. Et on va notamment parler de la mention bien-être animal qui a évolué depuis le 1er septembre 2023. Vas-y, Clara. Pardon, je voulais rappeler que on enregistre pour repasser sur YouTube. Donc ceux qui veulent pas apparaître physiquement, faut pas mettre la caméra. Pardon. Pas de souci. Mon écran. Comment? Vous voyez bien le diaporama? En tout cas, de mon côté, c'est bon, je l'ai. Parfait. Donc avant de reprendre tout ça, un petit rappel quand même, parce que le bien-être animal, avant d'être un sujet de société, c'est quand même un sujet qui maintenant est inscrit, et même depuis très longtemps, dans la réglementation, que ce soit au niveau international avec le code sanitaire pour les animaux terrestres, qu'on appelle donc l'OIE, les droits communautaires, donc de façon un peu plus restrictive notamment au niveau de l'Europe, avec voilà, des conventions européennes, le traité de Lisbonne, et notamment en France, on a 3 codes quand même qui régissent un petit peu tout ça. Le code rural qui, depuis un long moment, régit un petit peu tout ça et qui indique que l'animal, que ce soit l'animal de rente ou l'animal de compagnie, donc l'animal en général, c'est un être sensible et qu'il interdit de lui infliger des mauvais traitements, de l'utiliser de façon déraisonnée, et voilà, hein, obligation pour tous les détenteurs d'équidés depuis le 31 décembre 2022 ou 1er janvier 2023, d'attester de ses connaissances de l'espèce avec la capacité détenteur d'équidés, avec le certificat d'engagement et de connaissances pour les détenteurs particuliers, et une obligation d'attester de ses compétences professionnelles pour tous les détenteurs professionnels. Au-delà de ça, il y a le code civil qui... Pardon, est-ce que tu peux revenir un petit peu en arrière? Merci. Au-delà de ça, on a le code civil qui nous indique quand même que depuis 2015, c'est écrit dans le code civil, mais on le sait depuis un long moment, et c'est écrit dans le code rural aussi depuis des années, que l'animal est un être sensible. Et ça, c'est
certes une révolution de le mettre dans le code civil, mais c'est quelque chose qu'on connaît depuis un moment. Et au-delà de ça, le bien-être animal, les atteintes au bien-être animal, elles sont aussi sanctionnables et sanctionnées par le code pénal. Depuis la loi d'Ombreval, donc, qui date de 2021, on a un durcissement des peines, justement, qui sont en lien avec le bien-être animal. Avant, on était sur 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Maintenant, c'est un peu plus durci. On est sur 45 000 € d'amende, 3 ans d'emprisonnement, lorsqu'on a l'exercice publiquement ou non de sévices graves d'actes de cruauté envers un animal. Et les mêmes peines, elles s'appliquent aussi sur l'abandon d'un animal. Donc, que ce soit un animal domestique, donc que ce soit de rente ou de compagnie. Pour la petite histoire, pourquoi est-ce qu'il précise interdiction d'exercer publiquement ou non? Parce que la première loi qui régit le bien-être animal, c'est ce qu'on appelle la loi Grammont, qui date de 1850. Et à ce moment-là, on punissait de quelques jours d'emprisonnement et d'une certaine amende les exercices d'actes de cruauté qui étaient faits uniquement au public. Donc on était plus sur une protection morale et éthique qu'une protection de l'animal, mais c'est la première loi qui parle un petit peu de bien-être animal. Vas-y, Claire. Merci. Au sein de la fédération, nous, là où on peut poser un cadre, c'est principalement en compétition. Et c'est pour ça que depuis quelques années, on a maintenant un article dans le règlement général des compétitions qui vise à lutter contre les atteintes qui sont faites au bien-être animal. On parle également de dopage. Alors ça, c'est le 1.5 pour le bien-être animal, on est sur le 1.6 pour le dopage, que ce soit animal ou humain d'ailleurs. Et régulièrement, on a des révisions de ces règlements sportifs, que ce soit au règlement général ou les règlements de discipline, puisque il y a des règlements qui sont spécifiques à chaque discipline. Et on voit une nette évolution quand même dans ces règlements, avec de plus en plus des aménagements d'épreuves, des aménagements d'obstacles, une formation relativement continue des officiels de compétition, surtout sur maintenant ce volet bien-être animal. Et voilà, une diminution, une réglementation sur le nombre d'épreuves et une progression dans la difficulté selon l'âge des animaux. Et enfin, une participation à la recherche scientifique, j'en parlerai un tout petit peu après, surtout pour le cheval en compétition. Alors, pour reprendre un petit peu l'historique, depuis les années 2000, voilà, on n'a pas attendu que le bien-être animal soit un sujet de société pour s'en emparer, mais depuis les années 2000, on a une intégration d'éléments en lien avec le bien-être animal dans les communications, dans les gestions des différents projets. Et en 2012, on a des notions d'éthologie, donc d'éthologie, je dis éthologie comportementale, non pas équitation éthologique, mais éthologie au sens étude du comportement, qui sont intégrées dans les programmes de Gabo, notamment avec de plus en plus de connaissances de l'espèce, bien-être animal. En 2016, je vous le disais tout à l'heure, l'ouverture du poste que j'occupe actuellement avec une éthologue à temps complet qui travaille là-dessus. Et en parallèle, au sein de la filière cheval, donc, effectivement FFE, mais aussi IFCE, aussi les vétérinaires, aussi les courses, l'élaboration et la signature d'une charte pour le bien-être équin qui reprend en fait un consensus sur l'ensemble de la filière de qui est le cheval et quels sont les éléments qui lui permettent de façon globale d'atteindre un état de bien-être. À partir de cette charte-là, il y a un guide de bonne pratique qui a été rédigé avec toute la filière également et qui a été validé par l'ANSES, donc l'entité de recherche ministérielle, validée du coup, et qui reprend en fait les 8 mesures déjà déclinées dans la charte et qui, je le dirai un petit peu plus après, et qui reprennent les différents objectifs selon les mesures. Si on avance un petit peu, en 2019, on a la création de la mention bien-être animal en lien du coup avec ce guide, j'en parlerai juste après, qui sur 15 critères évaluait un petit peu les différentes structures qui voulaient s'inscrire dans une démarche de progression et qui voulaient un petit peu attester des différentes choses qu'elles pouvaient faire au sein de leur structure. En 2020, on a la création de la formation capacité détenteur d'équidés qui est accessible gratuitement pour les licenciés et les adhérents sur le campus FFE et qui reprend un petit peu le b.a.-ba de la détention d'un équidé, qu'on soit professionnel ou particulier, mais surtout à destination particulière puisqu'on est sur la classe être propriétaire, entre guillemets, et qui reprend
des éléments législatifs qui vont reprendre des éléments réglementaires, mais aussi des éléments scientifiques sur justement la détention et comment s'occuper d'un cheval au quotidien quand on est néopropriétaire. En 2020, sous l'impulsion du président de la FFE, on a la création de la commission bien-être animal avec maintenant Déborah Bardou qui occupait d'abord avant le poste d'éthologue, qui maintenant est présidente de cette commission. Et c'est un groupe d'experts en fait qui nous permet d'impulser ou de faire vivre des actions fédérales en faveur du bien-être animal. Donc, c'est des experts qui sont bénévoles et qui ont un panel d'expertise un petit peu différent. On va avoir des dirigeants de clubs, on va avoir des cavaliers internationaux, on va avoir des enseignants, des ostéos, des chercheurs scientifiques. On a au moins deux éthologues indépendantes qui font partie de cette commission. Si on avance encore un petit peu, je vous parlais tout à l'heure de la recherche scientifique. Depuis 2022, la FFE finance par le biais de son fonds de dotation Equiaction une thèse de recherche qui s'appelle Happy Athlete et qui cherche justement à faire l'état des lieux en premier objectif de l'état de bien-être des chevaux de très haut niveau. Donc la thésarde est allée dans différentes écuries de très haut niveau qui sont en lice pour les JO ou en tout cas qui tournent en international. Le but était donc de faire un premier état des lieux et d'attester la compatibilité entre la théorie des 3 F, qui donc reprend le Forage, Freedom and Friends, donc ce qui dans la communauté scientifique le consensus de la communauté scientifique pour atteindre un état de bien-être chez le cheval qui repose sur ces 3 grands piliers. Est-ce que c'était compatible justement avec les conditions de vie de chevaux de très haut niveau? Et maintenant, l'objectif, ça va être de corréler l'état de bien-être à la maison, qui soit plus ou moins négatif, avec les performances ensuite. On verra les résultats. Ça va être le volet de cette prochaine année de thèse. Essayer de voir si l'état de bien-être à la maison a une influence sur la performance. Et en 2023, je vous parlais tout à l'heure du certificat d'engagement et de connaissance qui maintenant est accessible pour les particuliers grâce à la capacité détenteur d'équidés qu'on a mis en place en 2020. Voilà, avec la validation de cette formation, on peut maintenant obtenir ce certificat d'engagement et de connaissance qui, je le rappelle, du coup, est obligatoire pour tout détenteur d'équidés particulier, que ce soit depuis le 1er janvier 2023, mais aussi avant le 1er janvier 2023. On a mis à jour aussi depuis le 1er septembre 2023 la mention bien-être animal, je vous en parlerai un petit peu juste après. Et au-delà de ça, avec la commission bien-être animal, il y a une action de sensibilisation au serrage excessif des museroles qui a été mise en place durant le Generali Open de France de l'année dernière. Peut-être que certains ont vu passer cette languette qui passait sous les museroles pour avoir une mesure objective et appuyer un petit peu les commissaires au paddock dans la vérification du harnachement. Et dernièrement, donc depuis décembre 2023, chaque région a identifié un correspondant régional en matière de bien-être animal qui nous permet du coup de relayer toutes les informations du national au régional et à l'inverse, de faire remonter les informations en région jusqu'au siège à la Motte pour justement ensuite faire un espèce de maillage, un maillage territorial sur le bien-être animal et diffuser un petit peu toutes les actions qui peuvent être mises en place à la fédération. Merci. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on a la mention bien-être animal, en fait, elle vient d'où puisqu'on va rentrer là-dessus. Elle vient en fait de cette signature de charte pour le bien-être équin qui a été signée en 2016 par l'entièreté de la filière et à partir duquel une rédaction d'un guide de bonne pratique a été faite. Ce guide de bonne pratique, il reprenait 8 mesures qui sont juste ici, établir une bonne relation homme-cheval, garantir une alimentation adaptée, etc. Et en fait, ce guide, il reprend pour chacune des mesures et les objectifs et des façons de s'auto-évaluer, des indicateurs qui sont animaux-centrés et environnementaux-centrés, pour justement s'aider dans l'auto-évaluation, des éléments scientifiques qui vont permettre d'appuyer tout ça, des points de vigilance à regarder et des fiches techniques qui vont, dans certaines situations, pouvoir appuyer soit les dirigeants, soit des pensions, soit des propriétaires. Par exemple, si je prends un petit exemple, ça va être j'ai un nouveau cheval dans un groupe
comment est-ce que je l'intègre? Voilà, il va y avoir différentes petites étapes qui sont toujours évidemment à réadapter selon les situations et selon les contraintes qu'on a, mais voilà, qui permettent un petit peu d'appuyer tout ça. Et à partir de ce guide de bonne pratique a été créée la mention bien-être animal, qui reprend du coup toutes ces mesures. On va peut-être passer du coup à celle d'après pour qu'on avance un petit peu. Super, merci. Donc la mention bien-être animal, première version, qui a été mise en place, je vous le disais, en 2019, et qui reprend 15 critères, tous notés sur 2, et selon différentes catégories. Donc on va avoir du général qui va être de l'administratif, par exemple, du sanitaire qui va être l'état général des chevaux, de l'alimentation sur les quantités de foin, par exemple, ou sur l'accès à l'eau, l'hébergement avec l'espace qui va être alloué pour chaque cheval et les caractères accidentogènes, par exemple, de certaines structures, et le comportement. Est-ce que la relation entre l'humain et le cheval est plus ou moins positive, pardon. Pour obtenir cette mention bien-être animal, il faut au minimum 80% de conformité avec les différents critères qu'on a eus et aucun critère qui n'est en rédhibitoire. Alors sur la première version de la mention, il y avait uniquement 1 ou 2 critères de tête qui étaient rédhibitoires. On verra juste après, ça a été une des évolutions justement avec la nouvelle version. Alors, est-ce que tu peux avancer un petit peu? Super, merci. Donc, je vous disais 80% de conformité. Et cette mention, une fois qu'on l'a obtenue, donc on a un affichage dans le club, et on a besoin d'un renouvellement tous les 18 à 36 mois. Alors, ce renouvellement, il va se faire selon l'évaluation qui a été faite par l'auditeur. Si le 80% de conformité était tout juste, on va vouloir revenir un petit peu rapidement pour voir si les pistes d'amélioration ont été prises en compte. Si au contraire, tout était plus ou moins nickel, voilà, on va repousser un petit peu le renouvellement. L'idée, en fait, avec cette première mention... Attends, est-ce que tu peux revenir un tout petit peu en avant? Merci. Donc, l'idée avec cette première version qui a été assez comment dire, elle a créé pas mal de débats. L'idée avec cette première version, c'était surtout de démocratiser le concept de ce que c'est que le bien-être animal. Et comme c'est une approche volontaire et oui, volontaire de la part des dirigeants, l'idée, c'était surtout de sensibiliser à ce que c'est que le bien-être animal. Au-delà de ça, en fait, obtenir cette mention bien-être animal, c'est pour le client, entre guillemets, mais aussi pour le dirigeant, c'est de montrer qu'on a une qualité pour les conditions de vie de nos chevaux au-delà des exigences légales. Donc, en juin 2023, si on reprend un petit peu les chiffres, sur les un peu plus de 6000 adhérents qu'on a à la fédération, on avait plus de 2000 adhérents qui avaient obtenu cette mention. Donc, on est sur plus d'un tiers qui avait déjà obtenu cette mention. L'idée maintenant, donc en 2023, avec la version 2, ça a été d'augmenter ces exigences. Maintenant qu'on avait sensibilisé le plus de monde possible, c'était d'augmenter les exigences pour tout le monde. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plus de critères qui ont été pondérés de façon un petit peu différente. On va avoir des critères qui sont directement centrés sur le cheval, qui sont utilisés dans les protocoles scientifiques et qui, là, vont avoir un plus gros poids. Admettons l'état général du cheval, avec son état corporel. Si l'état corporel de la majorité des chevaux n'est pas bonne, c'est là où on va avoir le plus de pénalités. Ensuite, on a des critères qui vont être basés sur l'environnement du cheval, mais qui vont avoir un impact direct sur son bien-être. Admettons la qualité du foin ou la quantité de foin. Et une dernière pondération qui est sur des indicateurs, encore une fois, environnementaux, mais qui vont avoir un impact indirect ou en tout cas à plus long terme. Par exemple, la tenue du registre d'élevage qui, admettons, ne va pas avoir forcément tout de suite d'impact, mais qui, dans la gestion, peut ensuite impacter le bien-être des animaux. Est-ce que tu peux un tout petit peu avancer? Encore un tout petit peu. Encore un petit peu, parfait, merci. Donc l'idée, encore une fois, c'était de rehausser toutes les exigences et d'accompagner les structures qui avaient déjà adhéré à cette mention bien-être animal dans, encore une fois, une démarche de progression. Depuis qu'on l'a mis en place, donc sur le global, on a 2400 et quelques adhérents qui ont cette mention depuis en mai 2024, en comptant du coup ceux qui n'ont pas encore été renouvelés avec la version 1 et ceux qui ont été renouvelés avec la version 2, dont 184 en Île-de-France.
C'est la moyenne, on va dire, entre les différentes régions, c'est entre 150 et 200 clubs qui ont cette mention. Donc voilà, l'idée avec tout ça, en fait, c'est vraiment d'accompagner les dirigeants de clubs, de leur donner aussi la possibilité de s'auto-évaluer en étant accompagné par un auditeur qui, lui, va ensuite remplir sa grille d'évaluation et qui va rendre le compte au service qualité, service label qualité de la fédération. Est-ce que tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît? Merci. Et évidemment, du coup, avec cette mention et avec le fait d'avoir ce gage de qualité, ça va en premier lieu permettre d'améliorer le bien-être des équidés, ou en tout cas d'attester qu'on prend bien en compte le bien-être de nos équidés. Et ça va aussi permettre de valoriser des stratégies qui peuvent être mises en place selon certaines contraintes. On est bien d'accord que sur certains clubs, il va y avoir des contraintes foncières, financières, de place, mais ça ne veut pas dire que les chevaux ne sont pas dans un état de bien-être. L'idée avec cette mention, c'est que même si on a des contraintes, on les a prises en compte et on fait en sorte d'améliorer et de prendre en compte le bien-être de nos chevaux, malgré les contraintes. Par exemple, ça va être l'utilisation des aires de travail ou des aires un rond de longe d'une carrière pour faire les sorties libres, puisqu'on sait que les chevaux ont besoin de se déplacer pour avoir un bon fonctionnement. Ça va être aussi dans l'intégration des vieux chevaux qu'on peut avoir, les intégrer dans les projets pédagogiques, par exemple. Tout ça, ça va permettre et au grand public et à sa clientèle et aux dirigeants d'avoir un gage de qualité et de montrer qu'on prend en compte le bien-être de sa cavalerie pour tous les publics qu'on peut rencontrer. Et en plus de ça, ça va aussi permettre de répondre à une demande sociétale qui est de plus en plus croissante et sur une demande de regard, entre guillemets, du grand public, mais aussi une demande de la communauté équestre qui demande de plus en plus d'avoir des stratégies qui peuvent être mises en place. Et ça, je pense que c'est Eva qui en parlera un petit peu mieux que moi, avec ces nouvelles façons d'aborder l'équitation qui sont de plus en plus demandées. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexia. Moi, juste 2 points avant de vous laisser la parole à tous si vous avez des questions sur cette partie. Le premier point, c'est que vous voyez, on vous encourage quand même malgré tout à prendre ce sujet du label bien-être animal de la fédération très au sérieux et d'essayer d'obtenir ce label, parce qu'on voit que c'est quand même malgré tout un gage un peu de sérieux et de qualité. Donc ça fait quand même partie des outils vers lesquels il faut que les structures équestres tendent pour justement pouvoir mieux communiquer sur ce qu'ils font. Et puis le deuxième point, c'est une question pour Alexia sur les sujets de surpoids des cavaliers. C'est souvent ça peut être aussi lié. Est-ce que la Fédé a un cadre un peu a réfléchi à ça, ou est-ce que on laisse chacun se débrouiller entre guillemets, ou est-ce qu'on peut se replier derrière quelque chose qui existe déjà au niveau fédéral? Alors, il y a plusieurs éléments scientifiques qui existent déjà, mais qui sont plus ou moins controversés, dans le sens où les éléments scientifiques qu'on a pour l'instant, ça va être sur des populations qui vont être, admettons, des chevaux qui sont très porteurs déjà, ou des poneys qui sont porteurs. Je pense notamment à une étude scientifique sur des poneys islandais qui sont déjà un petit peu conformés à faire du portage. Au-delà de ça, on a sur certaines études des pourcentages de poids par rapport à l'animal qui sont actés, entre guillemets. On parle notamment de 15% du poids de l'animal en poids de charge, que ce soit cavalier, que ce soit selle, etc. Par exemple, si on part en randonnée, c'est la même chose. Si on a du bagage qu'on rajoute sur le cheval, ça compte dans ce poids de charge. Ce qui est très délicat, c'est que même si on a un pourcentage de poids sur l'animal, la monte n'est pas tout le temps la même. Si on prend quelqu'un qui est en surpoids, mais qui a une très bonne technique, il va beaucoup moins impacter le cheval. À l'inverse, quelqu'un qui est moins lourd, mais qui va avoir une moins bonne technique,
pense notamment à un débutant, va avoir plus d'impact. L'idée, surtout pour vous, et pour vous accompagner, c'est de montrer que ça peut avoir un impact sur le cheval. Avoir les indicateurs, par exemple, de douleur ou d'inconfort pendant le travail, il y a un éthogramme qui existe, hein, avec différents comportements qui nous permettent justement d'attester d'un inconfort ou de la douleur. Ça va nous permettre justement de dire, bah regarde, là, à ce moment-là, le cheval que j'ai n'est pas forcément adapté à la personne qui peut monter dessus. Il y a beaucoup de clubs qui maintenant, en abordant ce sujet de cette façon-là, en disant que la cavalerie n'est pas adaptée à la personne qui va monter dessus, me disent que voilà, ils n'ont pas forcément de soucis de personnes qui vont mal prendre les choses, par exemple. Après, derrière, ce qui est compliqué, c'est que on avait déjà fait des demandes, hein, pour savoir si justement on pouvait poser ce cadre. C'est extrêmement compliqué de poser un chiffre ou de poser un pourcentage, parce que voilà, il y a énormément de facteurs qui vont rentrer en compte. Au-delà de ça, d'autres, mais je pense que du coup, Eva pourra en parler un petit peu. Il y a d'autres approches maintenant de l'équitation qui peuvent être proposées, l'équitation à pied, le fait de venir s'occuper du cheval, peuvent aussi être des alternatives qu'on peut proposer sans forcément demander à la personne de ne pas venir, d'autres alternatives qui peuvent être proposées. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade? Sinon, on va laisser Eva intervenir. Bonjour à tous. Vous m'entendez tous bien? Oui. Ok, nickel. Du coup, je vais vous parler un petit peu, en effet, des nouvelles approches qu'on peut avoir vis-à-vis du cheval. Je pense que le plus important, c'est vraiment de le remettre en fait au centre de nos préoccupations, parce que ça n'a pas toujours, malheureusement, été le cas. Est-ce que Clara, tu peux mettre le petit sommaire? Du coup, je vais vous parler un petit peu de ce qui me paraît le plus important pour remettre le cheval au centre. Ça va être notamment d'améliorer la connaissance globale du cavalier sur ce qu'est un cheval, ce qu'a commencé en effet à faire la fédération en intégrant ça au galop. Tout ce qui va être l'amélioration du bien-être au quotidien, notamment par l'apprentissage de certains petits soins que les cavaliers peuvent faire eux-mêmes. Tout ce qui va concerner un travail un petit peu différent et notamment avec l'approche du cheval à pied, sur le travail à pied, que ce soit l'équitation éthologique, de la longe même ou des longues graines, parce que la longe et les longues graines, ça fait longtemps que c'est dans les programmes fédéraux, mais je crois que dans les faits, il y a quand même assez peu de clubs qui les pratiquent régulièrement. Et ensuite, on fera un dernier petit point sur le fait que ça permet d'avoir une vraie relation complète entre le cavalier et le cheval et de construire des cavaliers un petit peu différents pour demain, parce que je crois qu'en tant que responsable de club, c'est aussi un petit peu notre devoir de construire des cavaliers respectueux pour demain, et ce, dès le plus jeune âge. Voilà, donc le premier point, c'est vraiment d'essayer d'intégrer dans le parcours du cavalier la connaissance du cheval. C'est pas toujours très simple parce que commercialement, j'entends bien que c'est moins rigolo, notamment pour les enfants, de faire des séances d'hippologie que de monter sur les poneys. Mais je crois que c'est vraiment important de l'intégrer dès le plus jeune âge. Peut-être par exemple sur 12 séances qu'on a par trimestre, d'intégrer une séance d'hippologie régulièrement, que les cavaliers comprennent que ça fait vraiment partie du procédé et qu'en fait on peut pas monter à cheval sans savoir ce que c'est qu'un cheval, et après à nous en tant qu'enseignants de vraiment adapter par rapport aux tranches d'âge et au niveau des cavaliers tous ces aspects-là pour rendre les choses ludiques et chouettes. Donc quelques exemples, par exemple, des thèmes qu'on peut aborder. Donc c'est notamment qu'est-ce que c'est vraiment qu'un cheval. Qu'est-ce que c'est que ses spécificités physiques, les 5 sens du cheval, comment est-ce que ça fonctionne, est-ce que finalement il entend comme nous, il voit comme nous, ou pas du tout, pour essayer aussi d'un petit peu étayer nos propos, même dans des reprises sur certaines réactions que vont avoir
vont avoir les chevaux. Qu'est-ce que c'est en fait sa vie à l'état naturel? Comment ça fonctionne son emploi du temps, on va dire? Combien de temps il passe à manger, à se déplacer? Comment s'organise le troupeau? Est-ce qu'il y a des dominants? Est-ce qu'il y a qu'un étalon, etc. Savoir comment est-ce que ça fonctionne. On peut également leur parler de comment est-ce qu'un cheval apprend et toutes les grandes étapes du débourrage, parce que très souvent, il y a une espèce de, pas de barrière, mais on se rend compte que les cavaliers ont un peu l'impression que les chevaux naissent débourrés et que tout est normal en fait que de faire une reine d'ouverture et qu'il tourne à droite, il est né avec cette connaissance-là. Et parfois leur refaire prendre conscience de tout le travail déjà qu'il y a en amont pour que le cheval apprenne la relation avec l'homme et comprenne mieux déjà à pied et ensuite une fois que le cavalier est sur son dos. Donc ça peut être un sujet assez chouette à aborder pour notamment la prise de conscience des cavaliers. Après, on peut parler de plein d'autres choses, hein, les principales maladies qui touchent les chevaux. Bon, après, c'est assez infini, mais là, je vous mettais juste quelques exemples sur tout ce qui pouvait toucher à l'hippologie et la connaissance du cheval. Ensuite, la deuxième grande partie qui marche vraiment bien, moi je trouve, avec les cavaliers qui sont de plus en plus demandeurs, c'est comment est-ce que je peux vraiment améliorer, moi, en tant que cavalier, le bien-être de mon cheval, et notamment tout ce qui va toucher aux soins des chevaux. Donc faire des petites animations, par exemple, ou des séances sur les massages des chevaux, le type de stretching que vous pouvez faire pour les étirer, les zones voilà qu'ils aiment gratter, quelles sont vous pouvez refaire le lien après avec des séances d'hippologie, mais quelles sont les zones les plus sensibles, les moins sensibles, rechercher sur un cheval, quelles vont être les zones qu'il aime bien ou ce genre de choses. Ça, c'est vrai que j'ai quand même, moi, personnellement, pu me rendre compte que c'est vraiment des choses que les gens aiment beaucoup faire, et que ce soit les enfants comme les adultes. Et ça les engage eux-mêmes dans le bien-être concret du cheval. Ça peut être leur apprendre aussi à faire un pansage vraiment complet avec des points de pression à certains endroits pour réchauffer le dos des chevaux en hiver ou ce genre de choses, et pour qu'ils prennent part à toute cette notion de bien-être du cheval. Alors, par exemple, ça c'est d'autres petits exemples que je vous ai mis. Donc, ça peut faire partie également de séances d'hippologie. Donc, leur apprendre comment est-ce qu'on gère les bobos des chevaux, les petites blessures superficielles, comment ça se désinfecte, comment ça se gère sur les prochains jours, qu'ils puissent se responsabiliser aussi et puis apprendre pour quand demain eux-mêmes ils seront propriétaires, par exemple. Tout ce qui va concerner les pieds, les soins des pieds, comment fonctionne un pied, comment il se traite, que ce soit en hiver, en été, pourquoi on met des fers ou pourquoi on n'en met pas. Essayer vraiment de comprendre, de leur expliquer un petit peu tout ça, parce que ça c'est pareil, on a eu une grande période où tout le monde avait des fers, ou après c'est devenu un petit peu la mode du pied nu, mais qu'ils puissent comprendre pourquoi en fait les chevaux sont ferrés ou ne sont pas ferrés. Tout ce qui va concerner la récupération des chevaux, alors les cavaliers contours, parfois, ils sont un petit peu plus sensibilisés, mais c'est bien, je pense, que tous les cavaliers puissent comprendre pourquoi est-ce qu'on met des bandes, pourquoi est-ce qu'on met de l'argile, pourquoi est-ce qu'on aide les muscles, les ligaments, les tendons à bien récupérer après l'effort, et quel va être l'impact de ces gestes-là. Le pensage académique, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Comment est-ce que vraiment on pense un cheval, et sur quelle zone est-ce qu'on peut vraiment insister pour permettre également un échauffement et une récupération de certaines zones, et tout ce qui va concerner le confort avec les massages, les stretching ou ce genre de choses et de séances que vous pouvez construire. Et du coup, la dernière partie, ça va être sur le travail vraiment du cheval pour essayer d'amener une autre dimension aussi à l'équitation, parce que l'équitation, c'est très chouette sur le cheval, mais de mon point de vue, on est encore meilleur cavalier quand on connaît mieux les chevaux et quand on a pris du temps aussi à pied pour ressentir vraiment des choses et des signaux et de ce que sont capables de faire les chevaux sans notre poids sur leur dos. Donc, on va pouvoir parler de tout ce qui est de travail à pied, donc classique, de l'équitation éthologique, de mise en place d'équiphiles, d'essayer de faire des programmes pour que les cavaliers puissent passer leur savoir. Après, ça dépend par rapport à votre club, la dimension que vous voulez faire prendre
ce travail-là, mais vous pouvez l'orienter sur différents axes. Alors le travail à pied, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'en faire? Donc ça, c'est pareil dès le plus jeune âge, parce que ça va permettre de vraiment découvrir le cheval autrement, de donner une vraie importance au cheval, à pied et d'être capable en tant que cavalier de le voir évoluer sans l'influence du cavalier, notamment, sans l'influence de la dissymétrie du cavalier. Parce que très souvent, vous avez des cavaliers qui disent: «Mais oh là là, mais mon cheval il tourne pas à droite», ou ce genre de choses. Et alors bien sûr, il y a des chevaux qui eux-mêmes ont des dissymétries et qui tournent mieux d'un côté que de l'autre, mais aussi très souvent, on se rend compte que le bel cavalier a un énorme impact dans la dissymétrie et empêche parfois les chevaux de se mouvoir correctement. Et ça permet donc de voir qu'un cheval qui bougerait très bien à pied sans le poids du cavalier, ça permet au cavalier de gagner aussi un peu en humilité, se remettre un petit peu en question et essayer de comprendre la mécanique, la biomécanique du cheval. Ça, c'est pareil, c'est adapté en fonction du niveau, de l'âge des cavaliers, jusqu'où vous voulez aller. Après le travail à pied, ça va aider également à améliorer le physique et la souplesse, du cheval, encore une fois, sans qu'il y ait le poids du cavalier sur le dos. Et ça va leur permettre également, voilà, vous allez vous rendre compte très facilement, de quel côté la flexion est plus simple pour le cheval, de quel côté, croiser les hanches est plus aisé, et c'est la même chose aussi pour les épaules ou ce genre de choses. Et donc le fait de travailler régulièrement à pied va pouvoir, aider les chevaux à être mobilisés et à gagner en souplesse. Ça, c'est pareil, ce petit aspect-là, soit vous pouvez l'intégrer dans vos séances. Par exemple, vous dites, bah, avant de monter à cheval, on fait toujours quelques minutes de travail au sol pour échauffer les chevaux, que chaque cavalier prenne bien conscience des spécificités physiques et des facilités de son cheval. Et après, il se met en selle, ou alors vous pouvez totalement faire des séances spécialisées de travail à pied ou des animations, ce genre de choses. Ça permet également, bah, de varier les plaisirs pour les chevaux comme les cavaliers. Vraiment au niveau des chevaux de club, moi j'ai vu, énormément de chevaux, se relâcher et être, particulièrement friands de ces séances-là, où ils montrent vraiment énormément de signes de bien-être et de relâchement. Et je pense aussi que pour les cavaliers, ça permet, bah, de changer, de varier, de faire, d'autres choses, de partager d'autres choses avec les chevaux, d'être dans une énergie différente, dans des objectifs différents, et notamment aussi pour les publics qui peut-être ont de l'appréhension à monter à cheval. Ça peut être, une ouverture, et également, bah, les personnes en surpoids ou ce genre de choses, comme en parlait, Alexia tout à l'heure. Ça permet également, bah, d'étayer, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de comprendre comment le cheval apprend. Donc c'est chouette d'avoir la théorie, mais c'est encore mieux quand on voit, vraiment, de ses yeux comment est-ce que le cheval, apprend. Donc sur des exercices, tout bêtes, vous pouvez tout à fait mettre ça en place, à pied, avec des petits exercices, par exemple de clicker training, ou ce genre de choses, où le cheval va toucher une cible, et très, très vite, il va comprendre que bon, bah, dès qu'il touche la cible, il a une récompense, ce genre de choses. Et puis, vous pouvez intégrer comme ça toutes les notions d'apprentissage, avec les renforcements positifs, renforcements négatifs, etc. Ça, c'est assez chouette à mettre en place également. Ça permet évidemment de développer la relation homme-cheval, puisque le cheval est un être à part entière dans l'équitation, et l'homme également. Ils sont deux êtres déjà à pied, et ensuite quand il y a l'équitation et le fait de monter sur le cheval. Mais c'est vraiment important, je pense, que cette relation déjà au sol soit de qualité, pour qu'elle le soit également montée. Ça permet également, moi je trouve beaucoup, aux cavaliers de prendre conscience de la finesse des chevaux. Parce que très souvent, monter, malheureusement, bon, bah, les cavaliers débutants, on ne peut pas leur demander d'avoir une main exceptionnelle dès le début. Et du coup, c'est vrai que la cavalerie de club, parfois, bah, s'adapte un petit peu à tous ces stimuli qui ne sont pas toujours hyper précis. Et souvent, quand on voit à pied à quel point un cheval est capable de répondre à une très faible pression, ou dans la longe, ou juste dans l'énergie du cavalier, ou juste le fait de lui toucher la hanche, ça permet également, voilà, au cavalier de prendre conscience qu'un cheval, c'est hyper fin, lui tout seul, et que très certainement, s'il n'est pas si fin que ça quand on est dessus, on doit avoir une petite part de responsabilité quand même.
Et ça permet aussi après, une fois qu'on est à cheval, d'essayer d'avoir des gestes peut-être plus doux, de monter en phase et de ne pas avoir tout de suite des actions qui seraient trop fortes parce que le cheval est tout à fait capable de répondre à des actions plus faibles. Ça permet d'en avoir conscience. Et ça va également aider les cavaliers à travailler sur leur propre énergie corporelle et avoir vraiment cette notion-là à laquelle le cheval est extrêmement sensible, notamment au rythme cardiaque, à la crispation, à la respiration bloquée, etc. Et ça, les cavaliers sont plus enclins à le travailler quand ils sont au sol parce qu'il y a quand même moins d'appréhension. Et du coup, les chevaux, ils sont extrêmement réceptifs. Et ça, c'est pareil. Ça leur permet de prendre conscience de ça. Et une fois qu'ils sont en selle, ça les aide à explorer un petit peu d'autres dimensions. Donc voilà, ça c'est des petites choses pour voir en fonction de vos clubs, de votre cavalerie, de votre fonctionnement, comment est-ce que vous pouvez le mettre en place. Donc soit, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être une séance par trimestre, comme ça vous êtes sûr, entre guillemets, que tous les cavaliers de tous les niveaux et de tous les âges ont ces séances-là et vous pouvez, enfin voilà, et ça devient une vraie routine, soit créer des animations et des stages vraiment à thème. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Ce qui est important, c'est également de former un petit peu ces enseignants, pas forcément aller faire toutes les formations des BFE qui sont très très bien, hein, mais qui sont un petit peu longues. Mais l'idée, ça peut être de former ces enseignants parce que le travail à pied mal enseigné, en effet, ça devient très vite un petit peu gaspillé. Donc, il faut avoir quand même des enseignants qui connaissent le sujet et qui sont captivants pour leur public. Je pense que c'est hyper important de l'inculquer dès le départ, c'est-à-dire que quand vous avez des nouveaux cavaliers qui viennent s'inscrire, quel que soit leur âge, je pense que c'est très important que les premières séances soient à pied pour poser le cadre en fait, et que tout le monde se rappelle qu'on fait un sport avec le cheval et que c'est quand même la priorité de savoir comment on vit, comment on apprend, quel est l'être en fait avec lequel on va partager ce sport-là. Et je pense que les gens sont de plus en plus OK avec cette notion-là et essayer de ne pas avoir trop peur de l'inculquer dès le départ. Alors, je sais que commercialement, il y a certaines personnes qui ont parfois un petit peu peur que ça bloque les gens, mais finalement, on a quand même cette responsabilité d'éduquer les cavaliers de demain et c'est à nous de nous demander qui on a envie de voir à cheval demain. Si c'est déjà un problème que de passer du temps à côté du cheval quand on commence, peut-être que finalement, c'est pas des adhérents qui nous manqueront dans les années à venir. Donc voilà, ça va avec le petit point d'après, éduquer nos cavaliers de demain, parce qu'on a quand même cette responsabilité-là. Et puis après, voilà, vous pouvez orienter un petit peu vos animations, vos stages, notamment sur le fait de préparer les savoirs éthologiques. Donc ça, par contre, il vous faut un enseignant diplômé BFE qui pourra ensuite les valider. Mais ça peut être tout à fait s'exercer à l'équifile. Vous avez, c'est très bien fait sur la Fédé, la liste des exercices d'équifile en compétition. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Et vous pouvez également intégrer les parents. Parfois, les parents et les enfants essaient de chercher un petit peu d'animation à faire ensemble. Donc, l'équifile, ça peut être l'occasion. Ça peut être voilà, comprendre les grandes étapes du débourrage ou préparer tout simplement les galops à pied, notamment avec la longe et les longues graines, ce qu'on fait assez peu. Voilà, et le dernier point, c'était faire un petit point sur le fait que aborder le cheval différemment et de cette manière-là, ça permet d'avoir pour les cavaliers une vraie relation complète et ça permet d'avoir des cavaliers qui sont formés en fait, qui ont des vraies connaissances sur le cheval et qui du coup ont des capacités à analyser les situations qui sont meilleures et à avoir de meilleures réactions quand une situation X ou Y se présente. Ça va permettre également d'avoir des cavaliers beaucoup plus respectueux qui vont en fait prendre le temps de comprendre le cheval, essayer de se remettre en question et l'accepter dans son accepter le cheval tel qu'il est. Des cavaliers évidemment beaucoup plus humbles parce que le fait de découvrir le cheval dans sa globalité, ça va les faire se remettre en question en permanence.
et des cavaliers encore plus passionnés, parce que cette approche, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va un peu faire le tri entre les gens qui sont venus s'inscrire vraiment pour le cheval et les gens qui sont plus venus rechercher un peu des sensations X ou Y, mais que ce soit à cheval ou à vélo, peu importe. Voilà, merci d'avoir écouté. Écoute, merci beaucoup Eva. Vous avez des questions sur tout ce qui a été dit? Non. Bon, Clara, vous faites voir vos petits documents. Oui, je vais vous partager ce qu'on a préparé. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'est bon. On le voit, merci. Donc, en fait, l'idée, c'était de proposer un visuel qui reprenait donc les 8 mesures qu'Alexia a présentées tout à l'heure sur la prise en compte du bien-être des animaux. L'idée, c'était donc de reprendre ces 8 mesures et de mettre des contacts que vous pouvez contacter en cas de problème. Donc, si jamais il y a des questions, si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, il y a le contact de la fédération et du Creux et d'Eva qui est intervenu tout à l'heure. Et on a fait exactement le même visuel, mais sans les contacts pour communiquer auprès des cavaliers. Donc, l'idée, c'est que le premier document, ce soit pour les dirigeants, pour les enseignants, pour que vous ayez toutes les infos et tous les contacts. Et le deuxième document, c'est pour pouvoir communiquer auprès de vos cavaliers, de l'afficher dans vos clubs, de le poster sur les réseaux, sur votre site internet pour communiquer auprès de tous. Je vais vous renvoyer tout ça à la suite de la visio pour que vous puissiez la voir et le communiquer. Et je vais également vous adresser le PowerPoint qu'on a eu aujourd'hui pour que vous puissiez avoir toutes les infos également. Merci Eva. Oui, tout l'ensemble des documents donc, vont vous être envoyés. On enverra aussi tous les documents au président des départements de l'Île-de-France pour qu'eux-mêmes relaient après auprès de toutes les structures, que chacun puisse, en communiquant aussi sur le fait que la visio sera sur YouTube en ligne, et puis que voilà, les structures qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui puissent profiter de nos échanges et des informations précieuses qui nous ont été données à la fois par Alexia et puis par Eva. Et puis un dernier petit point d'attention, alors c'est toujours peut-être parfois un peu compliqué, mais c'est de vraiment attacher un soin particulier à la mise en retraite, entre guillemets, des équidés, parce que c'est un sujet là encore qui est vraiment scruté par tous les cavaliers, beaucoup plus qu'avant. Et ça fait vraiment partie aussi du cursus de la vie d'un équidé. Hein. Il rentre dans un centre équestre, à un moment il en ressort, et on doit porter une attention particulière à cette troisième partie de vie, hein, entre guillemets. Et c'est un sujet qui est de plus en plus abordé, donc il faut qu'on ait vraiment une attention particulière sur ce sujet. Et puis là encore, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à poser des questions aux contacts qui vous seront mis, parce que des fois il y a des mises en contact qui peuvent se faire avec certaines associations qui s'occupent de récupérer les chevaux, enfin, etc. Donc là encore, si vous êtes un peu entre guillemets perdu ou isolé, n'hésitez pas à remonter vers des contacts qui peuvent eux aussi vous remettre en contact avec d'autres structures sur les sujets de retraite des équidés. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de nous quitter. Merci encore de votre attention et de vous être connectés à cette visio. Nous en ferons d'autres au cours de l'année, mais je pense que cette sur le bien-être animal, c'est quelque chose de très important. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez besoin, de contacter les différents intervenants qui pourront vous venir en aide. Et merci beaucoup. Bon appétit à toutes et à tous si ce n'est pas déjà fait. Et puis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt.